Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Il aurait été bien malvenu de ne pas parler d'Has-Been Hotel en ce mois d'Halloween, surtout que l'épisode 7 approche à grands pas, à très grands pas. L'épisode 6 était un concentré de pure folie, émotion, action, chanson, humour, actuellement mon épisode favori des Louva, alors ne perdons pas une minute de plus et parlons de Truth Seeker. Nous rencontrons les agents 1 et 2 qui manifestement surveillent la petite équipe d'Imp depuis bien longtemps sans connaître leurs origines ou leur but. Par chance, la fille d'équipe se trouve juste en bas de leur immeuble et alors qu'ils allaient rentrer, Blitz et Moxie se font capturer, tandis que Luna a refermé le portail après que Millie ait pu la rejoindre. Bien sûr, celle-ci est hors d'elle et ne laisse pas le choix à Luna, elles vont de suite récupérer les garçons. Les deux collègues se préparent et reviennent donc dans le monde des humains. Pendant ce temps, Moxie se réveille attachée dos à dos avec Blitz dans une salle d'interrogatoire. Les deux agents sont là et comptent bien leur tirer les verres du nez, mais c'est sans compter sur la capacité d'agacement des deux imps qui font très vite perdre leur sang-froid à 1 et 2 qui décident de se retirer. Mais ce n'est que partie remise, en entendant le plan de Blitz pour qu'il les laisse tranquilles, les deux agents décident de remplir la pièce avec du sérum de vérité. Les deux imps commencent donc à s'avouer des choses blessantes avant de se mettre tous les deux à pleurer sous les yeux conquis de leur ravisseur. Pendant ce temps, Luna et Millie pénètrent sans encombre dans le bâtiment des Dorks et massacrent à tour de bras les employés qui sont loin d'être compétents. Dans leur cellule, Blitz et Moxie sont en plein bad trip et chacun est sujet à des hallucinations, ce qui donne lieu à l'une des meilleures chansons de la série. Une fois en redescente, les deux amis se parlent à cœur ouvert avant d'être interrompus par les filles qui viennent les sauver. Bien sûr, il est hors de question pour les Dorks de les laisser s'échapper et s'ensuit un combat dantesque entre notre fine équipe et les agents des Dorks. Malheureusement, IMP tombe à court de badassitude et se retrouve acculé par les agents 1 et 2 qui les avaient capturés en premier lieu. C'est alors que Stolas débarque, non sans panache, pour effrayer les agents et surtout engueuler les imps qui n'ont pas l'air de saisir la gravité de la situation. Tous rentrent finalement sains et saufs en enfer, mais les agents 1 et 2 semblent avoir obtenu ce qu'ils cherchaient, des preuves que les démons existent. Et c'est une nouveauté sensiblement similaire à l'épisode Cheer Up que nous découvrons dans ce 6ème volet, car nous avons ici carrément la présentation d'une nouvelle organisation, les Dorks. On nous la présente surtout, bien évidemment, au travers des agents 1 et 2, mais c'est également une équipe, un nouvel endroit que l'on découvre tout au long de l'épisode. Parodie de Men in Black ou encore du duo Mulder et Scully, les Dorks semblent être une organisation secrète voulant absolument se la jouer badass et cherchant à prouver l'existence des démons, ou au moins de certains phénomènes surnaturels. Les agents 1 et 2 semblent être à la poursuite de notre petite équipe depuis un bon moment déjà, ce qui m'a un peu étonné à la fin de l'épisode quand ils ont parlé d'avoir enfin des preuves de leur existence, vu qu'ils semblaient déjà posséder pas mal de vidéos les concernant, mais passons. Il est clair qu'ils sont un peu présentés comme des abrutis, le terme dorks en anglais pouvant se traduire par pauvre type, ce que je trouve assez violent. En tout cas, on voit qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages, mais ne sont pas stupides à 100% pour autant. Le duo des agents 1 et 2 ont quand même réussi à capturer Blitz et Moxie, en même temps on peut pas dire qu'IMP soit le fleuron de la race Imp non plus niveau intellect et stratégie. On voit que le duo est à la fois très fier d'avoir capturé des démons et à la fois déstabilisé. D'ailleurs, petite note hyper intelligent de leur part d'avoir condamné les queues de nos deux amis, car agissant comme un 6ème membre, ça aurait pu leur être fatal. En réalité, ils ont juste envie d'être super badass, mais la verve de leurs deux invités leur fait très rapidement perdre leur calme et leurs moyens. Mais ils ne sont encore une fois pas totalement débiles, vu qu'ils choisissent d'envoyer du sérum de vérité sur leurs prisonniers pour les faire parler, ou du moins les faire souffrir. Je les soupçonne d'avoir un petit côté sadique, car on voit bien qu'ils prennent tous les deux du plaisir à voir les deux imps se transformer en légumes. Durant le combat final, c'est un massacre total, les Dorks se font littéralement annihiler par IMP, mais notre duo d'agents arrive à s'en sortir par on ne sait quel miracle. Et si encore une fois ils arrivent à piéger notre petite bande, Stolas interviendra pour les terroriser. Il possède carrément Agent 2 dans une scène à la Exorcist carrément stylée. Au final, même s'ils paraissent traumatisés, Stolas les laisse en vie et avec les preuves de leur existence. Une chose est sûre, les agents 1 et 2 étaient, pour ma part, assez hilarants et j'aurai un grand plaisir à les retrouver dans de futurs épisodes. On applaudira d'ailleurs les performances de Michael Rocco et Erika Luttrell. J'aimerais terminer sur les Dorks en parlant un tout petit peu de l'organisation en elle-même. J'ai vraiment apprécié le côté parodique de l'agent qui se prend vraiment trop au sérieux alors que ce sont tous des branques, le coup des armes de l'époque Edo qu'ils utilisent juste parce que c'est badass était encore un coup de génie, ou le petit détail du boîtier avec le 1 usé car c'est le seul chiffre utilisé, c'était juste trop drôle. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié découvrir les Dorks dans cet épisode. Dommage qu'il se soit en grande partie fait massacrer. On va commencer par parler de notre bon prince Stolas qui nous a offert une sacrée scène mine de rien et qui plus est, son intervention nous fait nous poser pas mal de questions. On parlera de sa présence dans le rift de Blitz quand on parlera de Blitz. IMP se retrouve donc dans une position délicate, plus d'armes, plus de munitions, ils sont dos au mur face à deux agents des Dorks et c'est à ce moment-là que Stolas choisit de débarquer d'on ne sait où. Et
il nous offre un véritable show, dérèglement du matériel électronique, reflets dans les écrans, traces de pas, possession, y a pas à dire, Stolas sait se donner en spectacle. Sa forme démoniaque est juste incroyable, et j'avoue que ça fait du bien d'avoir un petit aperçu de l'étendue de son pouvoir, car à part être un prince hibou orni et infidèle, Stolas reste un démon goétique, et donc très puissant. Merci à cet épisode de nous l'avoir rappelé. Et il est clair qu'il n'est pas venu que pour les beaux yeux de Blitz, même si c'est la première chose qu'il dit, remarquez bien qu'il use les termes « impish plaything ». Cela peut paraître anodin, mais Stolas considère Blitz comme un jouet, du moins c'est ce qu'il laisse transparaître dans cette ligne de dialogue. En effet, après s'être assuré que Blitz allait bien, et seulement lui, soyons clairs, il fait un sermon à toute la petite bande. Comme il l'a souvent dit, Stolas prête son livre à Blitz, mais il ne le devrait pas, donc si on apprend ce qu'IMP fait sur Terre et qu'il s'y rende grâce au livre de Stolas, par conséquent, il aura aussi des problèmes. On se rappelle qu'il s'agit tout de même d'un démon noble, et si son mariage n'a pas l'air de l'intéresser, je doute que Stolas souhaite perdre son statut. Il a l'air d'en savoir pas mal sur le monde des humains car il décrit le comportement des dorks comme des lunatiques qui ne sont pas crus, comme s'il savait que c'était habituel. On remarque également que Stolas n'a pas forcément besoin de son livre pour utiliser ses pouvoirs de téléportation, une évolution notable de quand Octavia était petite. On peut considérer donc que la magie que Stolas possède peut s'apprendre d'une manière ou d'une autre. Son intervention se finit par un dialogue avec Blitz beaucoup plus doux que d'habitude, en effet, leur échange faisait pour le coup très couple, je sais pas comment décrire ça, mais même s'ils considèrent tous les deux qu'ils couchent ensemble juste par arrangement, j'ai trouvé leur comportement et leur baiser vraiment adorables, j'avais vraiment l'impression de voir un couple et pas juste des sex friends ou des contractants. À voir comment cela continuera d'évoluer. Parlons maintenant de notre chère petite bande. On ne change pas une équipe qui gagne, et pour le coup cette fois-ci l'équipe a bel et bien gagné, défonçant tout sur son passage et nous montrant différents liens entre les personnages. En effet, on a pu voir un peu plus le duo féminin de l'entreprise faire équipe ensemble, ou encore le duo Blitz-Moxie se confier l'un à l'autre d'une manière sincère. Luna était enfin un peu plus présente, et pas pour rien, déterminée elle aussi à sauver Blitz et Moxie, elle s'équipe et se transforme dans sa forme humanoïde afin de passer inaperçue, enfin plus ou moins. Le duo marche super bien et j'ai adoré voir Luna porter Millie dans son sac à dos, c'était vraiment adorable. Dans les combats de couloir, elles ont vraiment une bonne dynamique et ça fait plaisir à voir. On apprend aussi que Millie et Luna n'ont que 5 ans d'écart. Dans le combat final, Luna est juste incroyable, ses mouvements sont juste fous, mais on parlera de cette scène en particulier plus tard. J'ai bien aimé le fait d'avoir un poil plus de sa relation avec Blitzo quand elle dit à Millie que Blitz était sérieux parce qu'il a parlé de telle ou telle manière, ou quand Blitz vient lui faire un petit bisou durant le combat, ce qui la fout grave en rogne. On a également pu voir un côté un peu plus sensible lorsqu'elle se sent mal pour Minnie ou lorsqu'elle panique de ne pas pouvoir lire le livre à cause de la lumière rouge, super détail au passage. Bref, un vrai plaisir d'avoir eu Luna badass et intéressante dans cet épisode. Millie maintenant, j'ai envie de dire qu'elle est fidèle à elle-même, plus les épisodes passent et plus on nous montre que c'est une femme forte, éperdument amoureuse de son mari, et qu'elle serait prête à tout pour lui. Sa rage lorsque le portail s'est refermé m'a fait vraiment mal au cœur, et c'est cette même rage qui convainc Luna de l'accompagner pour les sauver. Encore une fois, sa dextérité au combat ne fait aucun doute, on a même de la peine pour les pauvres âmes se trouvant en face d'elle, surtout qu'on voit qu'elle prend un malin plaisir à tuer tout le monde. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur elle, en même temps l'épisode ne lui était pas spécialement dédié, mais encore une fois son duo avec Luna a fait grave plaisir, et j'espère qu'on les reverra collaborer dans le futur de la série. Moxie, toujours le don de nous mettre dans le pétrin, car oui, c'est pas parce que Moxie se fait sonner en premier que nos deux amis se font capturer. Mais il reprend vite du poil de la bête, on sait que Moxie a une capacité incroyable pour les explications longues et chiantes, il nous le prouve encore une fois quand Blitz demande à ce qu'on leur serve du café, les goûts de Moxie sont extrêmement précis, c'est un imp raffiné mine de rien, alors la moindre des choses, c'est qu'on lui serve un café correct. On remarque d'ailleurs que sa complicité avec Blitz lorsqu'il s'agit de saouler le ravisseur est plutôt au beau fixe, malgré ce que nous montre l'épisode plus tard, puis quand le sérum de vérité les fait parler, tout de suite ça devient un peu plus complexe. D'ailleurs, on connaît enfin la réponse à cette question, oui, Millie encule Moxie parfois. Voilà, merci Blitz d'avoir posé la question une fois de plus. Après leur bad trip, Moxie avoue à Blitz qu'il sait que quelque part, il le ménage parfois et il l'en remercie. J'ai trouvé touchant le fait qu'il utilise son prénom pour lui répondre à la fin. Et bien évidemment, comme tous les autres, Moxie a son petit moment de gloire durant le combat, bien que contrairement à ses comparses, il n'est jamais vraiment montré tout seul, mais seulement avec Blitz, ce qui n'enlève rien à ses actions. Et justement, en parlant de Blitz, n'oublions pas notre très cher patron, qui a encore fait des étincelles durant cet épisode. Première action, il sauve Moxie avant de se faire capturer. Encore une fois, la relation Blitz-Moxie est très importante dans cet épisode. Lors de l'interrogatoire, elle est absolument insupportable, absolument infâme, prenant les deux agents pour des abrutis et les faisant tourner en bourrique, insultant sa mère morte, ou faisant des allusions salaces que les deux partenaires ne comprennent pas et finissent par quitter la pièce énervés. Blitz et Moxie se retrouvent donc tous les deux à se disputer avant de se faire envoûter par le sérum de vérité. Blitz part donc lui aussi dans un délire psychédélique, mais encore une fois nous y reviendrons juste après. À la sortie de ce bad trip, il complimente Moxie et essaie de le rassurer comme il peut, modérément bien sûr, il ne s'agirait pas de trop le
le couver non plus, les filles viennent les libérer et ils se mettent en formation. Petite phrase que j'ai adorée autant dans l'animation que dans le ton, Blitz parle du fait qu'il a eu trop d'émotions pour la journée, preuve que ce qu'il a vécu autant dans le bad trip qu'avec Moxie l'a quand même bien affecté. Durant le combat, il est évidemment incroyable et prend le temps de voir chacun des membres de son équipe avant de les complimenter. Encore une fois, je suis persuadée que Blitz tient à son entreprise et à sa famille plus que tout. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre à qui il tient, je parle bien évidemment de Stolas. Lorsque celui-ci intervient, notre boss arbore une expression particulière que je n'arrive pas vraiment à décrire, de l'admiration, de la peur, le fait de réaliser la réelle puissance de Stolas, le fait de se dire que Stolas soit venu les sauver. J'avoue que ça me perturbe un peu, surtout qu'après il reprend sa mine blasée lorsqu'il s'adresse directement à lui. Il n'a pas l'air de réellement le prendre au sérieux, les avertissements de ce dernier. Et enfin, encore une fois, on assiste à la scène de leur baiser, un baiser partagé qui selon moi semble signifier plus qu'une simple baisse transactionnelle, mais bon, avec Blitz on n'est jamais sûr de rien, surtout lorsqu'on se penche sur son bad trip. Je me devais de faire une partie seulement concernée au bad trip de nos deux amis car il y a beaucoup de choses à en dire et aussi parce que je trouve que c'est l'une des meilleures chansons de la série. En réalité, le bad trip s'apparente à un dialogue entre les deux personnages mais qui n'est pas vécu de la même manière des deux côtés. En effet, Moxie évolue dans un univers graphique semblable à celui de Disney quand Blitz lui est plutôt confronté à du Tex Avery. On commence tout d'abord par Moxie se demandant pourquoi il est ici et accusant Blitz d'être la cause de ce qui leur arrive. Dans sa vision, ils ne sont que tous les deux et Blitz représente le fantôme de l'opéra. Une fois dans l'illusion de Blitz, c'est autre chose. Lui est habillé en clown dans un vêtement noir et blanc, Moxie lui est représenté comme les dessins que Blitz fait parfois, comme un brouillon. Blitz ne comprend d'ailleurs pas ce qu'il dit et Moxie le lui reproche, ainsi que le fait qu'il donne souvent des ordres qui n'ont aucun sens. Revenu dans l'hallucination de Moxie, la solitude de Blitz et le fait qu'il rejette tout le monde est évoqué. Moxie lui dit que s'il continue comme ça, il finira juste seul. On peut ensuite voir trois esprits, si on peut dire, qui tournent autour de Blitz alors que Moxie continue de l'accabler en disant que Blitz se sert de ses échecs pour le rabaisser. Il lui fait remarquer que malgré lui, Blitz est dépendant des autres et ce dernier lui rétorque que bien au contraire, il n'a besoin de personne. Les trois esprits se transforment tour à tour en Striker, Fizz et Verosica. Striker lui dit que justement il ne peut rien faire seul, Fizz que rester seul ne lui réussit manifestement pas, et pour finir Verosica lui fait remarquer que malgré tout, il fait toujours fuir les personnes qui deviennent un peu trop proches de lui, sûrement par peur qu'il découvre qu'en réalité il est quelqu'un de purement égoïste. Il s'enfuit alors vers un escalier doré au sommet duquel apparaît Stolas, lui demandant si il a peur d'aimer. Stolas vers lequel il ne peut s'empêcher d'aller. Celui-ci est d'ailleurs entouré de deux silhouettes de Blitz qui semblent le servir. Blitz reprend son apparence actuelle et des chaînes apparaissent autour de son cou et de ses poignets. Alors qu'il continue son ascension, Moxie lui fait remarquer que Blitz désire avoir sa propre intimité, ce que je crois comprendre comme il aimerait avoir au moins une relation stable, mais il n'arrive jamais à l'obtenir. Même s'il est enchaîné lorsqu'il monte vers Stolas, il y va de lui-même et rougit même à son contact. J'ai un peu de mal à interpréter cette partie de la scène. Espère-t-il que sa relation avec Stolas aboutisse à quelque chose? Ou est-ce la métaphore du fait que sa relation avec Stolas l'empêche d'avoir ce qu'il désire? Ou encore le fait que Stolas et lui soient seulement liés par leur contrat en quelque sorte, soit encore une solution de facilité, ne soit justement la solution? Moxie finit par lui dire que peut-être que lui aussi finira par en avoir marre et partira, ce qui finit d'achever Blitz, leur hurlant de tous se taire. L'hallucination s'effondre alors et tout son univers se transforme en plumes dorées qui finissent par l'étouffer. De retour dans l'univers de Moxie, il nous dit qu'il a peur du rejet et les deux amis se promettent d'être plus honnêtes l'un envers l'autre à l'avenir. Bon, au final, que nous apprend ce bad trip? Du côté de Moxie, pas grand chose de nouveau, il a très peu confiance en lui et a du mal à se livrer, il s'inquiète pour Blitz d'une certaine manière et lui reproche son comportement égoïste, mais également le fait qu'il ne s'ouvre pas plus aux autres. Du côté de Blitz, on comprend qu'il semble répéter un schéma dans ses relations, et ce depuis longtemps. Fizz, Verosica, Striker, Stolas et maintenant Moxie. Blitz tient à une certaine distance toutes les personnes un tant soit peu proches de lui, alors qu'au final, il se sent incroyablement seul. Je pense qu'on en apprendra plus dans l'épisode suivant. Cet épisode était une tuerie dans tous les sens du terme. L'équipe s'est vraiment donnée à fond et l'animation, autant que l'histoire, était incroyable. Merci aussi à toutes les voix pour leur interprétation qui était franchement fantastique. Un grand bravo également au studio Chaos Emporium Inc. pour la superbe scène de combat qui était dantesque. Je n'ai que plus hâte de découvrir l'épisode 7. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir pu publier la théorie que je voulais faire sur la vie de Blitz. Je pense qu'il sera maintenant un peu trop tard pour ça. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.